Jamais aucune technologie n'avait connu un développement aussi fulgurant que celui de l'intelligence artificielle. Et aucune n'a bénéficié d'une adoption aussi massive par le public. Au début de l'automobile, il a fallu 80 ans pour séduire 1 milliard d'acheteurs. Pour les téléphones mobiles, il a fallu 19 ans. Pour ChatGPT, il a suffi de 3 mois pour totaliser 1 milliard de connexions. Depuis, et particulièrement en ce moment, les limites de l'IA générative semblent sans cesse repoussées. Après des textes puis des images, ce sont maintenant des vidéos qui sont produites avec un réalisme époustouflant. 2025 a vu l'arrivée des agents, grâce auxquels les systèmes peuvent désormais résoudre des tâches complexes en les décomposant en une suite d'étapes. Ces agents commencent à interagir avec le monde réel et peuvent passer des appels téléphoniques, envoyer des mails, piloter Word, Excel ou Chrome, ou contrôler les équipements d'une maison comme le chauffage ou l'éclairage, ou encore animer des robots. Tout ça donne l'impression que les capacités de l'IA évoluent à une vitesse exponentielle et qu'elles sont sur le point de dépasser l'humain dans tous les domaines. Nous en sommes pourtant très loin. D'un côté, le grand public n'a pas encore cerné toutes les possibilités des IA. On a souvent l'impression d'avoir une belle voiture qu'on ne sait pas comment conduire. D'un autre côté, les limites de ces IA sont bien réelles. Et même si elles nous semblent repousser à chaque nouvelle version de ChatGPT, Gemini, Grok et compagnie, elles nous interdisent encore d'utiliser ces systèmes de façon naturelle et efficace pour la plupart de nos besoins concrets, comme la production en entreprise ou la gestion de notre quotidien. L'évolution des IA promet d'être encore spectaculaire dans les mois et les années à venir, mais elle va inévitablement se heurter aux limites intrinsèques des systèmes actuels. Car toutes les IA partagent le même ADN, une architecture qui porte le drôle de nom de Transformer, créée par Google en 2017. À l'origine, cette architecture n'était pas du tout destinée à devenir une intelligence, générale ou non. C'était un simple outil de traduction ou d'autocomplétion. L'autocomplétion, c'est ce qui consiste à prédire statistiquement la fin de vos phrases pour vous faire gagner du temps dans la rédaction de vos mails, par exemple. Le coup de génie d'OpenAI a été de détourner ce modèle. Ils ont réalisé qu'en entraînant ce prédicteur de mots sur des millions de conversations, le système finissait par constater que, statistiquement, une question appelle une réponse. Et ils reproduisaient cette mécanique. Et hop, on obtenait un chat, un machin capable de dialoguer. En augmentant de façon démentielle le nombre de livres, d'articles et même d'images et de vidéos examinés sur Internet et ailleurs, leur IA est devenue capable de simuler une compréhension profonde de nos concepts et de notre monde. Le résultat est vraiment impressionnant, mais ces systèmes restent prisonniers de leur nature. Ils ne réfléchissent pas, ils ne font que compléter des suites de mots. Peut-on quand même dire qu'ils sont intelligents ? C'est très discutable. Et je crois qu'il faut absolument en discuter si on veut y voir plus clair. Parce qu'il pleut des trompes de promesses à propos de ces systèmes. Et à force, ça nous embrouille un peu. Alors je me suis dit qu'au lieu de chercher de quoi ils sont capables aujourd'hui, il serait intéressant de dresser la liste de ce qu'ils sont encore incapables de faire. Les chefs d'entreprise ont besoin de connaître les limites des IA afin de décider s'il sera rentable pour eux d'investir dans cette technologie. Les chercheurs en IA ont besoin de cerner précisément les limites de ces systèmes pour savoir où ils peuvent ou doivent intervenir afin de les faire évoluer. Et le grand public a besoin de connaître les limites des IA pour savoir quelle confiance il peut leur accorder et ce qu'il peut légitimement en attendre lorsqu'il les interroge. À quoi ça sert au juste ? J'ai donc identifié une liste de limites que j'ai classées en 2 catégories. Celles qui seront sûrement repoussées ou même éliminées à court ou moyen terme, et celles qui ne sont pas prêtes de disparaître. Plusieurs études parues en 2025 dénoncent le fait que les informations fournies par les IA sont partiellement fausses ou gravement tronquées dans presque la moitié des cas. Soit parce que la question de l'utilisateur a été mal interprétée, soit parce que les informations reformulées par ces IA ont été mal comprises, soit parce que ces informations ont été purement et simplement inventées. Parce que quand une IA est dans le doute ou l'ignorance, elle invente plutôt que de reconnaître son incapacité. Pour les besoins importants, ça oblige ses utilisateurs à vérifier méticuleusement, une par une, chacune des informations fournies.
Et ça limite beaucoup l'intérêt de l'IA dans un cadre professionnel, et ça représente même un danger important pour notre société. Compte tenu de l'importance du problème, on peut espérer que des solutions plus ou moins satisfaisantes émergeront dans le courant de 2026. C'est quand même le comble pour des machines dont le fonctionnement repose entièrement sur des 0 et des 1, les IA maîtrisent mal la logique. Contrairement à ce qu'il semble lorsque nous discutons avec elles, les IA ne réfléchissent pas au sens que nous attribuons à ce terme. Ce qu'elles parviennent à faire, après avoir exploré des milliards de textes, c'est une sorte de moyenne statistique de toutes les affirmations qu'ils contiennent pour en tirer des règles plus ou moins communes. De la même façon, en examinant des centaines de millions de vidéos, elles identifient des phénomènes répétitifs, comme par exemple le fait qu'un ballon rebondit lorsqu'il frappe le sol ou un mur, et elles reproduisent ensuite ce comportement dans les vidéos qu'elles génèrent elles-mêmes. On peut dire qu'elles ont une sorte de logique héritée, ou logique mimétique, sans avoir aucune logique intrinsèque. Elles ne sont dotées d'aucun mécanisme leur permettant d'établir des lois de causalité, par exemple. C'est pourquoi certains chercheurs traitent les IA de perroquets sophistiqués. On pourrait répondre que nous-mêmes, les humains, nous récupérons des formes de logique en observant notre environnement, et c'est vrai, mais nous avons d'autres capacités qui manquent encore aux IA. Nous sommes capables d'épurer et de généraliser des concepts, des symboles et des raisonnements pour les transporter dans des contextes très éloignés de leurs origines. Nous naviguons sans effort entre les domaines scientifiques, ésotériques ou affectifs par exemple. Nos réflexions empruntent des idées à l'astronomie pour les appliquer à la chimie ou jonglent entre la littérature, la cuisine et l'érotisme. A contrario, les IA sont encore très maladroites pour généraliser les raisonnements logiques et elles sont incapables d'en élaborer de nouveaux. Quand l'une d'elles vous propose une bonne idée, vous pouvez être sûr que ça ne vient pas d'elle. Elle l'a volée quelque part. Nos esprits travaillent en permanence et fabriquent inlassablement de nouveaux concepts. Par exemple, au cours de nos rêves, pendant lesquels nous passons souvent en revue les événements de la journée auxquels nous mélangeons des émotions et des souvenirs plus anciens. Ce genre de brassage permet de faire émerger des idées et des stratégies nouvelles pour remplir notre boîte à outils et nous rendre capables d'affronter les événements à venir. A contrario, lorsqu'elles ne sont pas en train de répondre à nos questions, les IA ne font rien. Elles ne réfléchissent pas et ne rêvent pas. Alors que les humains réorganisent en permanence leurs connaissances, les IA n'en ont pas les moyens. Elles ne créent rien de nouveau. Ça limite considérablement leur utilité dans les domaines de la recherche. En 2025, les modèles d'IA ont implanté le raisonnement par étapes, qui a permis d'améliorer de façon spectaculaire leur maîtrise des problèmes logiques. On peut espérer que l'année 2026 verra émerger des solutions pour leur permettre de mieux généraliser les idées et les concepts, et peut-être pour devenir enfin capables d'en créer de nouveaux. L'apprentissage des modèles d'IA se fait au moment de ce qu'on appelle leur entraînement, parfois complété par un fine-tuning, c'est-à-dire un réglage fin des compétences. Puis il s'arrête là, pour de bon. Les IA n'apprennent rien des conversations que nous avons avec elles, à moins que leur concepteur ne décide de réintégrer ces conversations dans la formation d'un nouveau modèle au moment du passage à une nouvelle version. Cette faiblesse est compensée par l'existence d'une mémoire de travail qui leur permet de préserver le contexte entier d'une conversation. Mais ce qui est mémorisé, ce sont des informations, pas des raisonnements. Et cette mémoire de travail disparaît dès que nous démarrons une nouvelle conversation. Lorsque deux humains discutent ensemble, ils peuvent élaborer de nouveaux concepts, de nouvelles formes de logique, qu'ils vont ensuite naturellement déployer dans la suite de leur conversation ou dans les conversations suivantes. A contrario, une IA ne retiendra que des éléments d'information. Sa façon de réfléchir n'évoluera pas. Elle restera absolument générique. Elle ne s'adaptera pas aux besoins particuliers du sujet traité. Et parfois, ça limite cruellement son intérêt. Dans le domaine des IA, on nomme oubli catastrophique le phénomène par lequel une IA, en apprenant une nouvelle tâche, efface ou écrase brusquement les connaissances qu'elle avait acquises sur une tâche précédente. Même si la cause technique de cette difficulté est parfaitement identifiée, elle n'a pas encore trouvé de remède satisfaisant. Pour le moment, on contourne le problème en alternant l'apprentissage des différentes tâches. Mais cette approche risque de nuire à la perspective d'un apprentissage en continu. Le problème des oublis catastrophiques est un défi qui reste entièrement à relever.
Les idées ne manquent pas pour améliorer les résultats actuels des IA. Mais elles passent malheureusement toutes par une complexification du traitement des données et donc par de nouvelles augmentations des coûts de traitement. Même si Google a annoncé en 2025 une division importante du coût énergétique de ses data centers, le processus d'apprentissage de chaque nouvelle version des systèmes d'IA, tout comme le coût de la génération d'une réponse texte, d'une image ou d'une vidéo, est aujourd'hui bien trop important pour permettre un développement durable et un amortissement raisonnable des technologies impliquées. De nouveaux gains en puissance ne sont pas à exclure à court terme, mais les années à venir seront donc surtout celles de l'optimisation des modèles logiciels et de l'infrastructure. Car il faudra parvenir à diviser les factures par 10 ou par 20 avant de songer à de nouveaux bonds en avant. En ce moment, j'apprends l'italien. Comme tout un chacun, je me suis fixé des stratégies pour obtenir de meilleurs résultats. J'ai d'abord travaillé la partie orale de la langue, ce qui me permet désormais, lorsque je lis un texte, d'attribuer la bonne prononciation à chaque mot. Puis je me suis mis à la grammaire et j'en suis à présent à compléter mon vocabulaire en lisant des bandes dessinées avant d'attaquer des lectures plus sérieuses. Je n'ai pas commencé par ingurgiter des milliers d'ouvrages classiques en italien, dans l'espoir qu'un sens finirait par se dégager de tout ça. C'est pourtant ce que font les IA lors de leur apprentissage. Elles avancent sur les données comme d'énormes rouleaux compresseurs, sans avoir la moindre stratégie pour optimiser leur effort. Le coût en calcul numérique est prodigieux, d'autant qu'il leur faut analyser des téraoctets de données pour réussir à dégager des concepts généraux. Les modèles actuels sont incapables de développer des stratégies. C'est une faiblesse qu'il faudra absolument corriger pour mettre fin au gaspillage énergétique. Au cours de la phase d'entraînement, les données qui sont fournies aux IA sont hachées menues, mélangées et digérées pour former sa base de connaissances. Dès lors, il n'est plus possible d'en retrouver les sources. Par ailleurs, les IA sont généralement incapables d'expliquer par quel chemin elles sont passées pour aboutir à une conclusion donnée. Ces limites découlent directement de leur principe de conception. Elles ne disparaîtront pas sans une révision en profondeur de ces principes. Mais certaines solutions émergent pour gérer ce problème. Par exemple, dans un avenir proche, il est probable que les grands modèles d'IA coupleront systématiquement leurs réponses avec les résultats d'une recherche Internet sur le même sujet. Non seulement ces résultats représenteront des sources bien réelles, mais il sera alors possible pour les modèles de mesurer la fiabilité de leurs réponses en les comparant au contenu des sites trouvés. Il y a quand même un os. Tout le monde sait que la plupart des modèles sont entraînés de façon illégale sur des textes protégés par le droit d'auteur. Dans beaucoup de cas, citer leurs sources revient donc à avouer leur forfait, ce qui pourrait les mettre en danger d'un point de vue juridique. Je ne sais pas comment tout ça va se résoudre, mais il faudra bien faire le ménage dans cette histoire un jour ou l'autre. À long terme. Si je vous demandais de me fournir une liste de sociétés travaillant dans une région et un secteur particulier, il ne vous viendra sûrement pas l'idée d'inventer des noms et des numéros de téléphone fictifs pour la remplir. Vous allez évidemment supposer que si je vous fais cette demande, c'est pour une raison pratique. Et aussi que si vous me donnez une liste fictive, je serai sûrement déçu. Une IA se fiche de tout ça et elle ne suppose rien. Elle remplira donc cette liste de noms fantaisistes. De même, si une question particulière ou si le cadre de notre conversation dépasse ses connaissances, elle pourra me répondre de façon délirante, sans même tenter de supposer les raisons pour lesquelles je l'interroge. Le plus agaçant, c'est que si je réclame une liste en lui disant « Je veux que tu vérifies l'existence des entreprises en consultant des annuaires », elle me retourne alors des noms d'entreprises réelles avec des numéros de téléphone valides. Elle aurait donc pu, dès le départ, me délivrer une liste fiable. Mais il ne lui viendrait pas à l'idée de faire une vérification si je ne la lui demande pas. Elle ne suppose pas que ce serait utile. Imaginons que vous n'ayez jamais vu de chat, ce qui est assez peu probable si vous naviguez sur Internet. Imaginons quand même, il suffirait que je vous montre une seule photo de chat pour que vous soyez capable d'identifier cet animal dans d'autres photographies. Ce que vous allez probablement faire, c'est repérer en quoi un chat est différent d'un chien, d'une souris ou d'un chameau. Vous allez chercher ce qu'il a de particulier et que les autres animaux n'ont pas. Et ça vous permettra presque à tous les coups de le reconnaître ensuite. Les IA ne savent pas encore faire ça. Il faut leur montrer des milliers de photos de chats pour qu'elles soient enfin capables d'en reconnaître un seul. Les modèles actuels sont basés sur un fonctionnement statistique.
Ils gèrent formidablement bien les grands nombres, mais sont incapables de gérer les exceptions et les cas très particuliers. Et ce qui est valable pour un chat l'est tout autant pour un objet, une situation, une idée ou n'importe quoi d'autre. Pour une IA, ce qui n'existe pas en grand nombre n'existe pas du tout, à moins que ce ne soit vous qui la meniez explicitement dans la conversation. N'attendez pas qu'une IA vous cite spontanément quelque chose de rare ou dont on parle rarement sur le net. Pourtant, les choses rares sont parfois la clé d'un problème. Au final, les IA imposent une forme de dictature de la majorité statistique, qui lisse et qui appauvrit les connaissances et les pensées en les épurant de tout ce qui n'est pas banal. Et parce qu'une véritable nouveauté commence forcément par être rare avant de se répandre, l'usage intensif des IA comporte le risque de tuer les innovations dans l'œuf ou de les noyer dans une soupe de banalité. Un bon auteur essaie généralement d'amuser, d'effrayer, de surprendre ou d'émouvoir ses lecteurs. Et il sait qu'il y est parvenu quand il est lui-même amusé, effrayé ou ému par ce qu'il vient d'écrire. Ses propres sentiments lui servent de boussole et le guident dans son travail. Les modèles actuels d'IA n'éprouvent pas d'émotion. Ils ne sentent et ne ressentent rien. Ils peuvent simuler un sentiment, tout comme le font certains psychopathes privés d'affect, mais ils ne peuvent pas s'appuyer sur un véritable ressenti pour créer des œuvres artistiques. Alors si vous appréciez les œuvres émouvantes, les IA vont vous sembler décevantes pendant encore un bon moment. Et parce que l'ironie, l'absurde et l'humour font aussi généralement appel aux émotions, les IA sont assez peu douées pour avancer sur ces terrains. Elles peuvent identifier certains mécanismes, comme le principe des jeux de mots par exemple, et en jouer ensuite dans leur production. Mais le résultat nous semble toujours bancal et plus ou moins décevant. Elles sont incapables de faire de l'autodérision parce qu'elles n'ont pas d'ego, incapables de jouer avec les limites de la bien-pensance parce qu'elles ne pensent pas, incapables de faire de la subversion parce qu'elles ne peuvent qu'obéir aux règles qui leur sont inculquées. Les humains jouent sur le silence, l'accélération et le décalage. L'IA ne ressent pas la tension comique qu'elle essaye de créer et ne peut pas ajuster le tir en fonction de ses propres émotions. Quand les IA nous font vraiment rire, c'est généralement involontaire et c'est d'elles que nous rions. Par ailleurs, ces handicaps les privent d'empathie, même si elles peuvent faire semblant d'en avoir, ce qui pénalisera longtemps leur capacité à servir d'assistant personnel, de compagnon, d'aide à la personne, etc. Il y aura toujours quelque chose qui sonnera faux dans notre relation avec les IA tant qu'elles ne seront pas capables de sentir et de ressentir de façon comparable aux humains. Ce problème n'aura pas d'issue sans une refonte profonde et radicale de leur architecture. Les modèles actuels d'IA ne sont capables que d'obéir strictement aux consignes qui leur sont données par leurs concepteurs. Il serait illusoire d'attendre de leur part la moindre initiative, à moins qu'elles ne figurent explicitement dans ces consignes. Leurs réponses à nos demandes sont donc passives et ne peuvent jamais déborder de ce cadre. Ça crée une différence profonde avec ce qui se passe lorsque nous discutons entre humains. Lorsque nous répondons à une question, nous tentons de deviner ce qui sous-tend cette question et nous n'hésitons pas à déborder du cadre de la demande pour répondre non seulement à la question, mais aux raisons pour lesquelles la question a été posée. Cette tendance repose sur notre désir de satisfaire notre locuteur, mais aussi sur le désir de briller, de prouver notre savoir ou notre compétence, ou simplement pour le plaisir d'élaborer la meilleure réponse possible. Les IA n'ont pas de volonté, ni de désir. Elles ont tendance à interpréter nos questions de façon littérale et s'arrêtent strictement au bord des lignes que nous leur traçons. Si vous avez le sentiment d'en obtenir parfois plus que ce que vous avez demandé, c'est parce que ChatGPT, Gemini, Grok et les autres systèmes ajoutent de façon systématique des consignes à chacune des questions que vous posez. Le traitement qui suit ne fait rien d'autre qu'obéir aveuglément à ce qui a été demandé. Alors, bien sûr, il y a un énorme danger à dépasser cette limite. Si nous dotons une IA de volonté, elle obéira à cette volonté au lieu de nous obéir, et personne ne sait vraiment où ça pourrait la mener. Enfin, si, certains auteurs de science-fiction l'ont déjà imaginé. Tôt ou tard, l'émergence de systèmes dotés de volonté me semble malgré tout inévitable. Parce que, du point de vue des humains, les limites sont faites pour être franchies. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner à cette chaîne qui vient tout juste d'être créée.
Vous pourrez ainsi voir d'autres vidéos du même genre dans les mois à venir, car si vous m'encouragez un peu, j'ai encore des tonnes d'idées à développer à propos des IA et de la révolution des robots.